Alors, bienvenue à Télé Nouveau Monde. Maintenant, c'est le nom que nous allons porter, Télé Nouveau Monde. Alors, la quatrième vidéo que nous allons faire à Télé Nouveau Monde va s'intituler Les Coureurs des Bois en Nouvelle-France. Alors, nous sommes rendus en l'an 1600. Ici, en Amérique du Nord, deux colonies vont être fondées. La première, c'est la Nouvelle-France, qui est de culture latine, avec la langue française. Les gens, les colons viennent de Nouvelle-France. Et cette colonie-là va devenir le Québec. La deuxième, c'est la Nouvelle-Angleterre. Ils sont majoritairement de culture anglo-saxonne. Ils parlent anglais et ils viennent d'Angleterre. Et plus tard, ça va devenir les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique. Et il y a un troisième pays aussi qui va être créé, mais 300 ans plus tard. Alors, je vais vous lire quelque chose sur ce troisième pays-là. Beaucoup plus tard se formera une extension de la Nouvelle-Angleterre et une appropriation de la Nouvelle-France, qui deviendra alors ce troisième pays, le Canada. Donc, nous avons d'un côté, nous allons commencer avec la Nouvelle-Angleterre. Alors, les gens qui sont venus ici, en Amérique, une des raisons principales, c'est la liberté de religion. Lorsqu'ils étaient en Europe, ils n'avaient pas cette liberté-là. Il faut s'imaginer qu'en Europe, c'était à l'époque de l'Inquisition, complètement dominé par l'Église catholique, le Vatican, le pape. Alors ces gens-là qui voulaient avoir cette liberté de religion-là sont venus ici en Amérique dans l'espoir de retrouver cet espace nécessaire pour pouvoir le vivre. Lorsqu'ils sont arrivés ici, ils ont pris un petit territoire, qui est quand même assez grand, mais par rapport à la Nouvelle-France. Et sur ce territoire-là, ils se sont appropriés les terres qui étaient là. Donc, ils avaient des Amérindiens qui étaient là. Alors, ils ont chassé les Amérindiens. Ils ont même tué des Amérindiens. On parle même de génocide complet de tribus d'Amérindiennes pour qu'ils aient leur terre à eux. C'est un territoire très, très circonscrit. Alors, ce territoire-là se situait entre... Bon, attendez, je vais vous le montrer. Vous voyez ici? Ça ici, c'est l'Amérique du Nord. Vous avez ici le golfe du Mexique, la Floride, le Québec, vous voyez, les Grands Lacs ici. Donc, vous avez l'océan Atlantique ici. Ici, en orange, est-ce qu'on voit bien? Ici, en orange, c'est la Nouvelle-Angleterre. Ici, en bleu, qui part du golfe du Mexique, qui va jusqu'en haut, la baie du Thon. On descend le Québec, les Grands Lacs au centre. C'est la Nouvelle-France. Donc, on peut avoir une idée de la grandeur que ça a. Par contre, je vous disais que les gens qui étaient ici en Nouvelle-Angleterre, ils étaient concentrés dans ce même endroit, mais il y a beaucoup plus de personnes qu'en Nouvelle-France. Par exemple, en l'an 1700, on comptait environ 1 million d'habitants ici, sur cet espace-ci, alors que tout le reste était 90 000 habitants. 90 000 et 1 million. On peut voir la différence entre les deux. Donc, et ce qu'on peut dire aussi, c'est les gens qui habitaient là, eh bien, on peut dire qu'ils sont d'origine britannique, mais ce sont de futurs Américains. Donc, on va les appeler les Britanno-Américains. Un autre des caractéristiques aussi, c'est que ces Britanno-Américains-là ont gardé beaucoup de valeurs de l'ancien monde qui vient d'Europe. Ils se sont peu ouverts aux Amérindiens, ou presque pas, carrément pas. Donc, ces valeurs-là du Nouveau Monde, c'est pas des valeurs qu'ils ont acquis, si on pourrait dire. En Nouvelle-France, par contre, ce qui a attiré les gens, c'est le commerce des fourrures. Les vêtements en France étaient de plus en plus des vêtements avec fourrure. La Scandinavie ne pouvait plus fournir. Alors, ils ont dit, on va aller chercher les fourrures en Nouvelle-France, en Amérique, qui est devenue la Nouvelle-France. Et les gens qui sont arrivés ici, eh bien, ils se sont intégrés aux Amérindiens, aux Autochtones. Ils se sont tellement bien intégrés qu'ils vivaient avec les Autochtones.
Beaucoup se sont mariés avec des femmes autochtones. Ils ont vraiment collaboré avec eux, ils ont vraiment fraternisé avec eux, et ils se sont métissés avec eux. C'est pour ça, tantôt, je vous le montrais sur la carte, une grande partie de l'Amérique, ils allaient partout, et ils collaboraient avec les Amérindiens. Donc, ce sont des francophones, donc franco, et ce sont des futurs Québécois, des franco-québécois. Ils se sont vraiment, eux, ouverts aux valeurs du Nouveau Monde. Et aussi, ils se sont beaucoup ouverts aux valeurs spirituelles du Nouveau Monde. Alors que les habitants de la Nouvelle-Angleterre, eux, ils étaient plutôt dans l'aspect religieux. D'ailleurs, je vais vous lire un texte là-dessus. Cette différence-là entre la religion et la spiritualité. C'est donc dans cette terre de liberté du Nouveau Monde que les Franco-Québécois choisissent naturellement de s'ouvrir à la spiritualité, tandis que les Britanno-Américains choisissent volontairement de bien s'ancrer dans la religiosité. Les coureurs des bois. Donc, étant donné que c'est l'industrie de la fourrure qui les attire ici, donc ils doivent aller justement chasser et trapper des bêtes pour justement avoir ces fourrures-là. Donc, ce sont les Autochtones d'ici qui vont leur montrer toutes ces techniques-là. Alors, vous avez vu tantôt la grandeur du territoire de la Nouvelle-France. Eh bien, ils devaient parcourir tout ce territoire-là à pied. Il n'y avait pas de chevaux. Ils se promenaient tout le temps dans la forêt boréale, une forêt riche et dense. Ils ne pouvaient pas avoir de chariot ou quoi que ce soit. C'était à pied et avec un canot lorsqu'ils avaient des cours d'eau qu'ils suivaient ou des lacs à traverser, peu importe. Donc, ils marchaient des milliers de kilomètres. Ils partaient pendant des mois, des fois des années avant de revenir. Tout ce qu'ils transportaient, leur maison, on pourrait dire, ils l'avaient sur le dos. C'était des gaillards vraiment courageux et qui avaient la couenne dure. Donc, c'est une vie vraiment difficile qu'ils vivaient en forêt. Et quelquefois, ils parcouraient des distances, vous imaginez, tantôt, je vous ai montré sur la carte, qui était quasiment jusqu'au golfe du Mexique. C'est incroyable tout ce qu'ils pouvaient parcourir comme territoire. Donc, je vais vous faire une lecture, justement, des coureurs des bois, pour bien voir qu'est-ce qu'il y en a. Ils sont de vrais gars de bois, des aventuriers courageux. Ils ont choisi un mode de vie naturel et souverain, à la manière des Premières Nations. Ils représentent des milliers d'hommes débrouillards, amoureux de liberté et engagés à créer des liens profonds avec les forces vives de la nature et de la terre et ses habitants, les Autochtones. Rien ne les arrête dans leur exploration du Nouveau Monde. Ils deviennent affranchis et vivent sans frontières. Ils ont tout le temps qu'il faut et le monde est à eux. Ils sont prêts à s'adapter au changement, à un nouveau mode de vie et à tout réinventer. Ils se montrent ouverts, accueillants et chaleureux face aux Autochtones, ce qui les amène à devenir de plus en plus fraternels et coopérants. Ce sont nos tout premiers citoyens du continent, prélude au principe universel de citoyens du monde, puis citoyens du Nouveau Monde. Alors, je vais vous montrer ici. Alors, vous imaginez ces coureurs des bois-là, le continent est à eux. Donc, voilà, les coureurs des bois en Nouvelle-France. Ils étaient des citoyens du continent. Alors, pour eux, il n'y avait pas de limite. Ils étaient un peu les premiers, si on pourrait dire, les premiers citoyens du monde. Et aujourd'hui, les citoyens du Nouveau Monde. Donc, je vais continuer le texte. Avec le temps, ces gars de bois sont devenus une race d'hommes inégalable et de nature nouveau-mondesque. Eh bien, nouveau-mondesque, c'est un mot c'est un adjectif qui fait allusion au nouveau monde, nouveau-mondesque. Comme par exemple, on va dire chevaleresque, titanesque. Alors, de nature nouveau-mondesque. Les coureurs des bois sont prêts à vivre à fond un nouveau mode de vie affranchi de toute forme d'autorité sociale, politique et religieuse. Ils veulent être libres comme les Autochtones, libres comme le vent et les esprits de la forêt boréale. De ce fait,
l'influence positive des Autochtones et leur façon naturelle et souveraine de vivre a un tel impact chez les coureurs des bois que les autorités en place ont les quételles seulement à l'idée de perdre le contrôle sur ces immaîtrisables et insoumis courroyeux des bois. Ils sont devenus à leur façon des porteurs et des messagers d'un monde nouveau, florissant et souverain. Eh bien oui, ils étaient vraiment... Lorsqu'ils sont arrivés ici, vous savez, il y en a beaucoup des coureurs des bois qui venaient de France, mais il y en a aussi qui sont nés au monde ici. Hein. Mais ils se sont tous ouverts à cette nouvelle dimension-là de l'existence, quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'était un peu ça l'esprit du Nouveau Monde. Maintenant, je vais vous lire un texte d'un auteur, Georges Hébert-Germain, qui a vécu de 1944 à 2015. Les aventuriers du Nouveau Monde. Aucune loi, aucune menace, ni décret, ni ordonnance n'a pu freiner la course des bois. Ils n'ont pas mis longtemps à acquérir, ce faisant, un désir d'indépendance que rien par la suite ne saurait réfréner. Ils étaient des coureurs de risques. Le peuple n'a pas toujours partagé le mépris de surface dans lequel les autorités enveloppaient les coureurs des bois. Au contraire, ces derniers faisaient l'admiration et l'envie de toute une jeunesse. La course occupait, disait-on, la plus vigoureuse partie de la population. Presque chaque famille avait un ou plusieurs fils, là-haut, qu'elle protégeait. Ils ont créé ensemble, blancs et sauvages, ici et là, des sociétés nouvelles dont les mœurs n'étaient pas celles des colonies du Pays-Bas, ni tout à fait celles des tribus indiennes, mais autre chose qui allait bientôt donner naissance à une civilisation toute neuve. Les coureurs des bois ont aussi développé une relation profonde avec la nature et la terre, avec Dame Nature et Gaïa la terre. Alors, on le sait que les Autochtones, c'est des gens qui étaient très, très, très proches de la nature et de la terre aussi. Alors, vous avez d'un côté les Franco-Québécois qui arrivent ici, qui se mélangent, qui se métissent avec les Autochtones, et les deux ensemble vont créer un pays unique au monde. Un pays où la spiritualité est très présente, la nature aussi. Et ce pays-là, c'est la Nouvelle-France. Et c'est un pays qui va devenir vraiment avant-gardiste dans son style, voire même révolutionnaire à cette époque-là. D'ailleurs, je vais vous lire un texte là-dessus de Pierre Lassalle. C'est les débuts de la colonisation de la lutte des colons québécois face à la puissante nature de la forêt boréale, mais aussi la grande épopée des coureurs des bois et leur lien profond avec la nature et les Amérindiens. Ils ne viennent pas là pour la détruire, mais ils essayent d'entrer en communication avec elle. Ils ont une forme de spiritualité naturelle, c'est-à-dire en lien avec les esprits de la nature, avec les forces de la nature. D'ailleurs, les Amérindiens qui vivaient là avant eux sont des champions dans le domaine. Cela donne aux anciens Québécois une forme de moralité, d'éthique ou une pratique de la vertu sur le terrain par rapport à la nature et entre eux, puisque pour arriver à faire ce qu'ils font, ça demande forcément une certaine solidarité et des forces vertueuses. C'est pas tout. Vous savez, ils arrivent ici, ils sont dans une forêt, ils vivent tout le temps dans la forêt boréale, qui est complètement différente de la forêt qu'il y a en Europe. Et cette osmose-là qu'ils retrouvent ici, ça va les aider à les forger, à devenir ce qu'ils ont, ces gaillards-là, ces coureurs des bois-là. Vous savez, j'ai même vu des livres où on expliquait que des historiens expliquaient que les Amérindiens disaient que cette façon qu'ils avaient de voyager, à la dure, si on peut dire, les Amérindiens considéraient que
ils se comportaient d'une façon que eux ne pouvaient pas faire. Par contre, ils disaient que les Autochtones, par contre, de leur côté, lorsqu'ils étaient plus âgés, ils conservaient plus une jeunesse longtemps que les coureurs des bois. Donc, chacun avait son avantage et son désavantage. Si on peut appeler ça des avantages. Donc, les coureurs des bois, lorsqu'ils étaient ici, justement, cette osmose-là de la nature a permis de dynamiser leur corps à eux d'énergie de vie. Alors, comment? Eh bien, en premier, on va regarder avec l'eau. Vous savez que le Québec est considéré comme le bassin d'eau douce le plus grande quantité d'eau douce sur la planète. Donc, à cette époque-là, c'était la même chose. De l'eau douce, il y en avait beaucoup, il y en avait vraiment partout. Et cette eau-là, elle était pure, bio, justement, et elle était buvable. Même l'eau du fleuve Saint-Laurent, on pouvait la boire, elle était vraiment pure. Donc, cette eau-là, elle représente l'énergie hydroéthérique. Ensuite, il avait la forêt. Une forêt vivante, une forêt vraiment verdoyante. D'ailleurs, les gens, lorsqu'ils arrivaient sur le fleuve Saint-Laurent et qu'ils longeaient la forêt, ils étaient impressionnés par la forêt venait jusqu'au bord du fleuve et ça montait, c'était dense, ça montait comme un mur. Tant qu'il y en avait, c'était surprenant. Mais plus que ça encore. Vous aviez ces arbres-là qui étaient immenses, qui allaient très haut, mais d'autres arbres qui poussaient, qui sortaient complètement de là et qui créaient un deuxième étage. Alors, c'est de valeur qu'on n'a pas pu prendre des photos de cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, il ne reste plus rien de ça, évidemment. Mais c'était une forêt à 2 étages, on peut s'imaginer. Alors, cette forêt-là, qui était vivante, eh bien, ça leur apportait justement cette énergie de lévité. Lévité, c'est quoi? C'est une énergie qui permet de monter à l'inverse de l'énergie de la gravité qui, elle, pousse vers le bas. La lévité monte vers le haut. Les arbres montent vers le haut. Les plantes montent vers le haut avec cette énergie-là qui va à l'encontre de la gravité. Il y a aussi, vous savez, ils n'habitaient pas en ville, au 2e étage, donc ils étaient tout le temps dans la forêt. Donc, ils étaient tout le temps à terre. Ils dormaient par terre. Tout se passait par terre. Donc, ils étaient tout le temps en contact direct avec Gaïa la Terre. Et donc, en contact direct avec l'énergie tellurique. Donc, ici le tableau. Les énergies qui dynamisent le corps d'énergie de vie des coureurs des bois. Nous avons en premier l'eau, qui représente l'énergie hydroéthérique, la forêt, qui représente l'énergie de lévité, et la terre, qui représente l'énergie tellurique. Vous savez, toutes les valeurs qu'on a vues concernant les chevaliers médiévaux, les chevaliers templiers, toutes ces valeurs-là, ce sont des valeurs qui ont été léguées aux coureurs des bois. Alors, je vais vous lire un texte là-dessus. Lorsqu'ils étaient en Europe, avant qu'ils deviennent des coureurs des bois, ils vivaient dans le cadre d'un lot système autoritaire, monarchique et inquisitoire religieux. Lorsqu'ils arrivent en Nouvelle-France, au milieu d'un monde généreux, naturel et libre, ils retrouvent au plus profond d'eux des vestiges, des réminiscences des chevaliers médiévaux, affranchis et souverains. C'est ainsi que dans cette immense forêt du Nouveau Monde, les coureurs des bois deviennent à leur façon des chevaliers boréaux. Voilà. Ici, j'ai un petit tableau à vous montrer. Donc, vous voyez, les coureurs des bois en Nouvelle-France, du chevalier médiéval au chevalier boréal. Donc, le coureur des bois était aussi un chevalier boréal. Voilà. Ce legs des chevaliers au coureur des bois s'avère un outil important qui peut nous aider à comprendre pourquoi ces derniers se sont si bien entendus et fraternisés avec leurs frères autochtones et si vite ajustés et clenchés au mode de vie des Premières Nations. Il s'agit d'un mélange harmonieux des valeurs chevaleresques du vieux continent européen et des valeurs naturelles et autochtones du Nouveau Monde. Alors, je vous disais, les valeurs des chevaliers qui ont été données aux coureurs des bois, mais c'est pas juste aux coureurs des bois, évidemment. Ici, les gens qui habitaient ici avaient aussi cette influence-là.
il y avait des villages. Et vous savez, dans ces villages-là, les Amérindiens, les Autochtones marchaient librement, allaient dans les boutiques, ils se mélangeaient avec les gens. Même on disait que les femmes ici, qui étaient ici, elles s'apprenaient beaucoup des femmes autochtones, comment élever leurs enfants et comment se nourrir, comment s'habiller. Et donc, eux aussi, ils étaient de plus en plus attirés vers la spiritualité des Autochtones, cette façon de vivre avec la nature. Par contre, il y avait des autorités ici qui ne voulaient pas ça, qui s'opposaient à ça. Même les autorités, que ce soit politiques, eux, ils voulaient continuer à garder le contrôle. Comme c'était en Europe, hein, les autorités en haut veulent continuer que ce soit eux qui décident. Et les curés, c'est la même chose. Ils veulent pas perdre le pouvoir sur ce qui se passe au niveau de leurs paroissiens. Par contre, ce qui est drôle, c'est que même les curés, même ceux qui étaient certaines autorités, ont commencé eux aussi un peu à s'adapter à cette nouvelle façon de vivre en Nouvelle-France. Tellement que certains curés qui arrivaient d'Europe ici et qui voyaient les curés québécois, la façon qu'il agissait avec les paroissiens et cette ouverture qu'il avait par rapport à la spiritualité et aux Autochtones, ils se sont plaints. Ils ont dit non, 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 ça n'a pas de bon sens. Ils ont proposé de créer une paroisse avec un curé québécois, une paroisse avec un curé européen, québécois, européen, pour ainsi les diviser, pour pas qu'ils deviennent trop solidaires entre eux, pour essayer de ramener un peu ce contrôle-là. Évidemment, ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Ça ne s'est pas passé comme ça ici. Et puis, ben, écoutez, donc, pour terminer, vous savez, je vous avais parlé qu'il y avait deux communautés de nouveaux-mondistes, des artisans du Nouveau Monde. On avait parlé qui s'étaient formés. La première communauté, c'était les apôtres et les disciples. Attendez, je vais vous montrer le tableau. La première communauté, c'était les apôtres et les disciples à l'époque du Christ. La deuxième communauté de nouveaux-mondistes, c'était aussi les chevaliers, la dame et les troubadours au Moyen Âge. Et maintenant, voilà qu'une troisième communauté de nouveaux-mondistes est en train de se créer et se bâtir. Ce sont les Autochtones, les Coureurs des Bois et tous les Franco-Québécois et les Franco-Québécoises aussi en Nouvelle-France. La prochaine vidéo, la 5e, ça va être sur les Autochtones ici en Nouvelle-France, avec toute leur approche spirituelle et aussi par rapport à la nature, Gaïa la Terre, Dame Nature, tout ça. C'est ce que nous allons voir. Maintenant, si vous désirez me faire parvenir des commentaires, vous pouvez le faire, eh bien, voici, à cette adresse-là, Michel Dufault, case postale 83547, Garnier, à Montréal, Québec, H2J 4E9. Ou par courriel, si vous voulez, michel-dufault, @protonmail.com. Alors, ça va vraiment me faire plaisir de recevoir des commentaires de votre part. Alors là-dessus, je vous dis, soyez souverains, soyez nouveaux modestes. Au revoir et à la prochaine.